Il nous a donné rendez-vous chez lui, dans l'un de ces quartiers de l'ouest parisien où la grande bourgeoisie mène une existence aussi discrète que confortable. Bonjour messieurs. Il, c'est le baron Jean-Maurice de Montremy. Ben voilà, ça c'est moi quand j'avais 8 ans, en 1960. Un garçonnet né sous une bonne étoile. Car Jean-Maurice de Montremy appartient à la dynastie de Wendel, l'une des plus prestigieuses familles d'industriels que la France ait connue. Ce qui fait de moi un Wendel, c'est peut-être d'abord Maurice de Wendel, mon grand-père donc là à un âge assez jeune, puisque nous sommes manifestement plutôt avant 14-18. Être membre de la famille Wendel, c'est être l'héritier d'un empire, celui de la sidérurgie lorraine. Une région où Jean-Maurice de Montremy a mené la vie de château. C'est dans ce château que j'ai vécu mes premiers jours, c'est là que j'ai été baptisé et puis c'est là que j'ai passé énormément de vacances. On entrait dans une sorte de petit royaume, si je puis dire, puisqu'il y avait des gardes qui portaient un W en batterie, il y avait les hauts fourneaux qui fonctionnaient jour et nuit avec une atmosphère très particulière tout autour du château. Il y avait des maîtres d'hôtel, des jardiniers, des femmes de chambre, chauffeurs. Donc bien sûr, c'était un petit peu différent de mes petits camarades de classe. Depuis, Jean-Maurice de Montremy a opté pour une vie certes plus modeste, mais dans ce coquet 250 mètres carrés à 2 millions d'euros tout de même. Un cadeau de ses parents, car le baron de Montremy n'a jamais gagné beaucoup d'argent par lui-même. Sa carrière tient sur cette étagère où sont compilées ses œuvres de journaliste littéraire. En moyenne, vous diriez que vous avez gagné combien chaque mois grâce à ce métier de journaliste ? Je dirais d'à peu près 3 000 euros. Ça semble bien peu par rapport à votre train de vie. Oui, ça semble peu, mais c'est parce que aussi je savais que je pouvais compter sur mes revenus issus des Wendel. Les revenus issus des Wendel, un sujet sensible. Dans ce milieu où l'on aime assez peu parler d'argent, Jean-Maurice de Montremy a accepté de nous ouvrir ses tiroirs pour évoquer ce secret de famille. Voilà les actions. Sur ces coupons, des parts de l'entreprise familiale qui se transmettent de génération en génération. Seuls les membres de la famille Wendel peuvent en détenir. Privilège lucratif, car chaque mois, il empoche les dividendes de cet héritage, une jolie rente. Aujourd'hui, vos actions, elles vous rapportent combien ? Ça dépend des années, puisque c'est pas la même chose chaque année, ça dépend des résultats de l'entreprise. On peut dire que ça me rapporte environ 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois Net d'impôt, une fois que l'impôt a été payé. Et le plus spectaculaire, c'est que comme lui, ils sont 950 dans cette famille, tous actionnaires de la société Wendel. Des fils et filles d'eux qui ensemble possèdent 35% des parts du groupe, valeur plus d'1 milliard d'euros. Une famille hors du commun où l'argent côtoie le pouvoir. Parmi ces visages, de grandes figures comme Yves Guéna, ex-président du Conseil constitutionnel, Jean-François Poncet, ministre de Giscard, Françoise de Panafieux, secrétaire d'État de Chirac, ou encore Ernest-Antoine Sellière, ancien patron des patrons. Alors, quel pacte unit cette famille riche et puissante ? Comment a-t-elle bâti sa fortune ? Quel est le secret des Wendel ? La saga Wendel commence le 8 mai 1704 à Hayange, dans l'est de la France. Ce jour-là, Jean-Martin Wendel acquiert les forges du village. C'est le début d'une incroyable épopée. Car très vite, le pionnier des Wendel fait fortune, devient maître de forge, s'offre des terres et un nom. 1727. Sur cet acte, les Wendel font leur entrée dans le monde. De toutes parts, nous avons estimé le dit Martin Wendel digne du rang de noblesse. Anoblis, les Wendel deviennent les deux Wendel, se transmettent leurs titres, mais surtout leurs forges. Et siècle après siècle, leur affaire prospère. Des boulettes de canon de Louis XV à l'acier des baïonnettes de Napoléon, les deux Wendel fournissent l'État et s'enrichissent.
Mais c'est la révolution industrielle, l'acier, les chemins de fer qui en font des seigneurs de la métallurgie et l'une des familles les plus puissantes de France. Aujourd'hui en Lorraine, les Wendel sont toujours très présents. Surtout dans le cœur d'un homme, Daniel Deutsch. Enseignant en retraite installé tout près d'Hayange, il nourrit deux passions. Une première pour Patricia Cass, mais comme cela n'a aucun rapport avec notre sujet, c'est de la seconde qu'il va nous entretenir, l'histoire des Wendel. Là, vous voyez Alain Missoff et sa femme Joséphine Sellière. Là, je me trouve avec la baronne de Montromy et sa fille Anne de Champ de Saint-Léger. Tous des Wendel. Oui, bien entendu. Là, ce n'est pas une Wendel. Là, il s'agit de Patricia Cass. Voilà, mais revenons-en aux Wendel donc. S'il les connaît si bien, c'est parce qu'ils sont dans son village de Petite Rosselle, partout autour de lui. Pour s'en rendre compte, il nous a demandé de l'accompagner au cimetière. Alors d'ici, on a un beau panorama, comme vous pouvez le constater, une cité minière de Wendel. À côté, les écoles, donc construites par les Wendel, la direction générale des Houillères, donc construite par les Wendel en 1896. L'hôpital des Houillères qui se trouve en hauteur, construit évidemment par les Wendel. En fait, qu'est-ce qui n'a pas été construit par les Wendel ? Ils étaient omniprésents ici et ils ont construit pratiquement tout le parc immobilier avant la dernière guerre. 1978. En pleine crise sidérurgique, l'empire des Wendel s'effondre. Leurs usines sont nationalisées, mais les Wendel conservent une poignée de petites sociétés. Et c'est un jeune énarque de la famille, Ernest-Antoine Sellière, diplomate au Quai d'Orsay, qui va en reprendre les rênes. Il investit dans l'électronique, la chimie et fait exploser les bénéfices du groupe familial. La fortune des Wendel est rétablie. Aujourd'hui, après 306 années d'histoire tourmentée, les Wendel cultivent toujours leur parenté. À Paris, au musée Carnavalet, un autre membre de la famille nous a donné rendez-vous. Drôle d'endroit pour une rencontre ? Pas vraiment. Car ici, Christian Cyril Verhulst, représentant de la 11e génération, est un peu chez lui. Alors ici nous sommes dans la salle de bal de mon arrière-grand-oncle et mon arrière-grand-tante, monsieur et madame Maurice de Wendel. C'est une salle de bal qui se situait dans leur hôtel particulier du quai de New York, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une œuvre tout à fait singulière puisque aussi bien les murs qu'une partie du plafond sont recouverts d'or blanc. Une salle de bal en or où est peint le départ de la reine de Saba. Les Wendel se l'offrent en 1925. Ils sont alors à l'apogée de leur fortune. La reine de Saba, donc qui se trouve dans une coquille, porte le visage de madame Maurice de Wendel. Ces murs fastueux, un symbole de la toute-puissance de sa famille. Ça vibre en vous quelque part. Écoutez, ça éveille l'histoire familiale, bien sûr. Ça éveille l'histoire familiale, ça éveille la curiosité. Et je suis rempli d'admiration. Cette prestigieuse histoire familiale passionne Christian Cyril Verhulst. Alors, pour lui, l'arbre généalogique des Wendel n'a plus de secret. Vous êtes où? Vous nous montrez? Alors, je me situe... Voilà, je suis ici. Lui et tous ceux qui figurent sur cet arbre sont unis par un lien hors du commun. En 1871, leur ancêtre, Joséphine de Fischer de Licourt, impose à ses descendants un pacte toujours en vigueur. Les Wendel ont interdiction de vendre leur participation à tout membre extérieur à la famille. Une union sacrée envers et contre tout, mais pour prospérer toujours plus, les Wendel ont un autre secret, les mariages. D'habiles alliances avec de grands noms de l'histoire de France, les Tocqueville, les Rambuteau ou les La Rochefoucauld. Cet élitisme, c'est le moteur des Wendel. Je dirais que dans les réunions de famille, quand on a le privilège, la chance de croiser ne serait-ce que du regard des personnalités brillantes,
je pense à Ernest-Antoine Sellière, mais ça pourrait pourquoi pas être Françoise de Panafieux ou encore Jean-François Poncet. Eh bien, il y a certainement une exemplarité du parcours qui fait que les jeunes générations sont tirées vers le haut et qu'elles se disent que ça place la barre à un certain niveau tout de même. L'argent et l'ambition pour héritage. Mais pas seulement. Sur ce cliché, des gens influents et haut placés, ça aide. Quand on est quelque part sur cette photo, membre de la famille Wendel, on appartient à un cercle extrêmement privilégié. C'est certainement un bon réseau, oui. Être Wendel, naître Wendel, c'est a priori bénéficier des meilleures chances d'occuper le haut de la pyramide. Pour le vérifier, nous nous sommes rendus chez Christian Cyril Verhulst, dans son superbe appartement tout près de la Sorbonne. Hey, bonjour Alice. Salut Cyril. Il nous a invités car ce soir, il reçoit ses cousines. Une soirée entre gens de bonne famille. Alors, comment va? Ben, ça va bien. Très bien. Présentation. Je vais arriver. D'abord, il y a Hélaïs de Bastard, la cadette. 19 ans, un bac mention très bien obtenu avec un peu d'avance lui a ouvert les portes d'HEC. À ses côtés, sa cousine, Fanny Aimée de la Chevalerie, châtelaine, descendante d'un ancien premier ministre grec, diplômée d'une grande école, elle occupe un haut poste chez Orange. Et puis enfin, notre hôte, Christian Cyril, avocat, normalien, fils de polytechnicien, il est aussi professeur agrégé à Polytechnique. La lignée Wendel, visiblement, c'est aussi l'excellence en héritage. Est-ce que quelque part vous vous sentez privilégié? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, privilégié d'avoir justement un certain repère qu'on a eu de par toute cette histoire, qu'on arrive encore à tracer aujourd'hui, et c'est ça qui est exceptionnel. Et est-ce qu'être né Wendel vous a favorisé? Sur le plan des valeurs, oui. Et sur le plan financier? Je peux pas vous répondre. C'est un peu tabou? Non, c'est pas tabou, c'est indiscret. Les Wendel semblent bien armés pour occuper encore un peu leur place de dominant. Lendemain matin, nous retrouvons notre baron critique littéraire, Jean-Maurice de Montremy. C'est ici qu'il a décidé de changer de vie. Pour lui, fini le journalisme. Il veut à présent devenir éditeur. Ce sont donc les locaux d'Alma Éditeur à Paris, c'est-à-dire la maison d'édition que j'ai fondée il y a moins d'1 an. Et c'est un bureau dans lequel on a une jolie vue, puisque lorsqu'on ouvre et lorsqu'on se penche, eh bien, on voit le théâtre de l'Odéon et la place qui sont très agréables en toute saison et c'est très lumineux. Des locaux place de l'Odéon, juste au-dessus de Flammarion, prestigieuse adresse, surtout pour une maison qui n'a encore rien publié. Pour réaliser ce projet, il a tout de même fallu emprunter de l'argent. Ce bébé, votre rêve d'éditeur, ça encore, c'est grâce à Wendel? Cette société, alors, ces locaux? en tout cas financièrement, oui. Ne vous inquiétez donc pas trop pour lui, s'il a encore besoin d'un petit coup de pouce, Jean-Maurice de Montremy pourra compter sur la famille Wendel. Elle attribue chaque année une bourse de 50 000 € à ses membres qui créent des entreprises.